Un phénomène qui est maintenant international, on appelle ça le buzz Netflix. Pendant 2 semaines, la planète Terre arrête de vivre pour écouter une série Netflix. Quand c'est pas un Tiger King, c'est une joueuse d'échecs. Et le dernier buzz Netflix, c'est la série Baby Reindeer, qui a beaucoup de choses très particulières. Premièrement, l'histoire qu'on raconte. L'histoire d'une stalkeuse, entre guillemets, qui harcèle un humoriste qui a de la misère à réussir dans sa vie professionnelle. L'histoire est particulière pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une histoire qui, essentiellement, est véridique. La deuxième, c'est que la personne qui incarne le rôle de l'humoriste, ben, c'est lui qui a réalisé la série et, dans le fond, il raconte l'histoire de sa vie. C'est un sujet qui est grave. On voit les conséquences, on voit les actes, on voit les causes, mais tout ça est fait avec une certaine dose d'humour pour que, premièrement, ce soit entertainant. Il faut qu'on ait envie de l'écouter, là. Exact. Mais quand ces histoires-là arrivent dans la réalité, pas certain qu'il y a la même dose d'humour dans tout ça, mais il y a peut-être quand même des parallèles à faire parce que la série Baby Reindeer semble avoir été faite avec une grande dose d'ouverture et une grande dose d'honnêteté sur ce qui fait en sorte qu'il se développe une relation qu'on va qualifier de stalking. Et avec nous aujourd'hui, on a Valérie, qui a été victime de ça pendant plusieurs années. Salut Valérie. Bonjour, Denis. Premièrement, quand on a connu ce genre d'histoire-là, puis qu'on voit qu'il y a une série qui raconte une histoire comme celle-là, le premier réflexe qu'on a, c'est-tu de vouloir la voir absolument ou de s'en tenir le plus loin possible? Ben écoute, moi j'en ai entendu parler par d'autres personnes parce Ouais. que honnêtement, j'avais pas lu le synopsis ou j'avais pas Netflix à la maison. Oui, je suis encore un dinosaure, je n'ai pas Netflix. Mais toujours est-il qu'il y a quelqu'un qui m'en a parlé puis j'étais comme réticente à aller voir. Tu sais, je connaissais pas plus ce qu'il faut dans les détails, mais j'étais réticente parce que justement, je voulais pas non plus rajouter encore un peu plus de négativité dans tout ce qui se passait. Mais j'en ai tellement entendu parler qu'à un moment donné, j'ai dit, OK, j'ai pas le choix. Faut que je plonge. Il faut que je plonge, il faut que je le fasse. Et puis, c'est grâce à vous autres, d'ailleurs, parce que je me souviens, vous avez fait une émission, puis Véronique disait qu'il fallait absolument l'écouter, que c'était lourd et tout ça. Et puis, j'ai dit, ben regarde, je pense que j'étais assez forte. Là, on va y aller, puis je vais y aller. T'as-tu réussi à te garder une certaine distance en regardant cette série-là ou ça t'a replongé dans tes histoires à toi? Au début, je voyais comme pas le lien. Tu sais, j'étais vraiment là plus comme spectatrice pour voir c'était quoi la série. Puis au fur et à mesure où ça a développé, j'ai fait comme, hey, attends une minute, là. C'est moi, ça. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Puis j'ai commencé à voir la série de tout un autre œil, si on veut. Mais ce que ça a fait pour moi, c'est que ça m'a comme obligée à sortir mes bébites, là, tu sais, à faire le ménage de mon grenier, là. Chose que j'hésitais à faire depuis plusieurs mois. Tout le monde me le disait, c'est important que tu closes ça, c'est important que tu finisse ce chapitre-là. Puis, il y avait toujours quelque chose qui m'en empêchait. Fait que c'est une des raisons pour lesquelles je suis ici aujourd'hui, c'est parce que je pense que je suis pas toute seule. Ouais. Il y en a plein qui vivent ce genre d'histoire-là, puis je pense que c'est nécessaire d'en parler. Ton histoire à toi, elle dure combien de temps? Hey boy, 5 ans. 5 ans. Ouais, on parle OK. pas de quelques mois, c'est vraiment sur 5 ans que ça s'est passé. Ton stalker, c'est un gars. Oui, On va l'appeler Elliot. oui, Évidemment, c'est pas son vrai nom. C'est une histoire Non. qui est terminée au moment où on se parle? non. C'est pas fini encore. Non. C'est-à-dire que la personne semble avoir eu un déclic, a consulté, puis semble être sur un bon pattern. T'sais. Mais est-ce que je dis que je reçois jamais de nouvelles de lui? C'est pas vrai. OK. Continue. Comment ça commence une histoire comme ça? Dans la série, on le voit, le gars travaille au bar, la fille arrive, a de l'air un peu perdue, il offre une tasse de thé, puis là, whoop, c'est parti. Dans ton cas, dans ton histoire à toi, le début, la genèse, c'est quoi? Ben, tu sais, quand le garçon... c'est quoi? C'est Donnie, j'ai juste Donnie. Donnie, c'est- son nom, mais son vrai nom, c'est Richard. OK, Richard. Elle a vu Martha pour la première fois, il a parlé de pitié. Oui. Et c'est la même chose que moi, j'ai ressenti. C'est vrai, ça? Oui, c'est vraiment vrai. J'ai ressenti une pitié pour cette personne-là. Puis je pense que c'est voulu aussi pour la personne d'en mettre, puis d'en mettre, puis d'en mettre pour qu'on finisse par avoir pitié puis une certaine grande empathie pour la personne. Fait que dans mon cas, c'est vraiment de la pitié que j'ai ressentie. Puis ça a commencé dans le sens où moi, je cherchais de l'aide
au niveau informatique pour une page web. Pour bâtir un site. Exactement. Puis bon, on sait que les prix sont rendus extrêmes. Donc, je cherchais plus un étudiant en informatique ou quelque chose comme ça pour alléger un peu le prix. Et puis, est venu, on m'a référé cette personne-là, Elliot. Et puis, de fil en aiguille, ben lui aussi avait des besoins. Il avait des gros problèmes au niveau de sa confiance personnelle, au niveau de sa sexualité, au niveau de la relation toxique qu'il avait avec sa famille. Bref, au début, c'était une petite pointe de tarte. Hein? C'est pas si mal en tant que conseillère là-dedans. Tu sais, c'est quelque chose que je peux naviguer. Toi, tu travailles dans le domaine. Oui, moi, je travaille dans le domaine. Je suis conseillère en sexologie. Oui. Ça fait 15 ans que je travaille là-dedans avec les personnes qui ont des besoins plus spécifiques. Fait que tu as vu la porte s'ouvrir pour ça aussi, là, de fil en aiguille. Là. Oui, puis au début, c'est pas quelque chose que je devrais accepter, un échange de services. Mais à ce moment-là, ça me paraissait quelque chose de normal à faire. Oui, c'est ça. Ça m'apparaissait d'être quelqu'un de tout à fait sain puis correct. Alors, je voyais pas le but de dire non, tu sais, moi, je décide que je fais pas ça. Fait que on a essayé, puis au début, c'était pas si mal. C'est avec le temps que ça s'est mis à dégénérer. Tu sais, c'est pas vrai qu'il me sort des muffins tout cuits. Là. Il met plein de petits ingrédients, un à la fois, puis à un moment donné, tu te rends compte qu'il y a un gros muffin. Te souviens-tu du premier signe ou du premier mauvais feeling que tu as eu par rapport à une réaction, par rapport à un texto, par rapport... Le premier signe où tu aurais dû peut-être lever le premier red flag de dire « danger, danger ». Parce que quand on regarde la série, on a l'impression de les voir puis on crie au personnage principal « Allume! Sauve-toi! » Est-ce que rétroactivement, des années plus tard, est-ce que tu es en mesure de trouver les premiers signes avant-coureurs où tu aurais peut-être dû commencer à te méfier davantage? Oui, je le vois. Surtout déjà avec la quantité de textos que je recevais. L'heure à laquelle je recevais les textos, donc durant la nuit, déjà là, on voit que c'est pas vraiment typique d'une clientèle sérieuse, si on veut. Et par la suite, ben, il a commencé à parler de, par exemple, que j'étais sa muse, que j'étais sa raison de vivre, des choses qui font pas de sens avec quelqu'un que tu n'as jamais rencontré, parce que là, il faut penser que je ne l'ai jamais rencontré, cette personne-là, moi. Vous avez juste interagi par le web, par courriel, puis par quand texto. j'ai vu que ça commençait à dégénérer un peu, ben j'ai mis cette limite-là. Jamais je l'aurais rencontré par la suite, parce qu'évidemment, je voulais protéger ce qui me restait. Comment tu as fait ça? Qu'est-ce que tu lui as dit? Comment tu as mis les choses au clair? Au début, je voulais pas lui faire mal. Je pense que c'est ça. J'ai navigué autour du pot bien longtemps. Mais je voulais pas non plus juste dire, bon, ben t'es fou, voilà, va-t'en. Je l'ai poussé à aller consulter. Okay. Ça, c'était important pour moi parce que je savais que si je cessais toute communication demain matin, les risques... peut-être d'un suicide ou du moins d'une dépression ou d'une répercussion psychologique importante sont là. Est-ce qu'il te nommait ces choses-là? Oui, très spécifiquement. J'ai même eu des textos peut-être un petit peu plus tard dans le temps là, où on parlait qu'il voulait se suicider devant moi. C'était important pour lui. Il voulait léguer ses choses. Il voulait que je rencontre son notaire. Pour lui, j'étais vraiment sa conjointe. Fondamentalement, il se considérait en amour avec toi puis il n'acceptait pas que le sentiment n'était pas réciproque. Absolument. Puis il n'acceptait pas ça, mais en plus, il n'acceptait pas les gens autour de moi. C'est ça qui était difficile, c'est que j'avais beau répondre à un commentaire de quelqu'un sur ma chaîne YouTube, par exemple, bien automatiquement, c'était pour lui, je m'adressais amoureusement à une autre personne, possiblement mon conjoint. Il voyait ça comme une attaque. Il voyait ça comme une attaque. C'est pour lui, son but, c'était de m'avoir pour lui. Et il le dit, verbalisé souvent, si je t'ai pas, moi, personne ne va t'avoir. Il me semble que dans une réaction comme celle-là, puis j'ai eu la chance, entre guillemets, de voir plusieurs dizaines de textos que tu as reçus de la part d'Elliot. Le premier réflexe de ben du monde, c'est de dire, ben oui, mais appelle la police, fais quelque chose. Dans la série Baby Reindeer, quand le personnage principal va voir la police, on voit que ça règle pas grand-chose, mais on se dit, bon, c'est un gars qui va expliquer qu'il se fait stalker par une fille, peut-être que la police prend moins ça au sérieux que l'inverse. As-tu appelé la police? J'ai pas appelé la police sur le coup. Puis encore là, aujourd'hui, je me dis comment ça se fait que je ne l'ai pas faite. Mais la réponse est claire, c'est les répercussions qu'il y aurait eu sur lui. Moi, je le protégeais encore, tu sais.
Veux pas, là. Tu sais qu'il y a bien du monde qui ont de la misère à comprendre Je ce sais. bout-là. Hein. Puis on a eu Je cette sais. conversation-là en ondes, moi puis Audrey. Audrey, qui est une personne pas mal plus empathique que moi. J'ai eu des conversations de couple aussi à la maison. Ma blonde est un peu comme Audrey, très empathique. Puis elle comprend ça. Moi, j'ai beaucoup de misère à le comprendre. Essaye de me l'expliquer du mieux que tu peux. Ben, j'ai écouté l'émission, vous receviez Caroline Gagnon, je crois, Oui, c'est la ça? psychiatre. Oui, qui parlait du phénomène. Et je pense qu'elle a raison sur un point, c'est que, en tout cas, moi, j'avais pas de recul sur la situation. C'était jour après jour après jour, dans ma face, collée sur mon front, autant quand j'étais aux toilettes que quand j'étais en train de faire la nourriture à mes enfants. Donc, c'est difficile d'avoir comme un œil extérieur. Ça finit que ça fait partie de notre quotidien, quasiment. Tu sais, c'est niaiseux, mais c'est ça. Et puis, d'aller vers la police, pour moi, c'était encore le fait, qu'est-ce qui va lui arriver, lui, après? Moi, ça va changer. Je vais arrêter d'avoir des textos, OK? Mais lui, c'est quoi qu'il va avoir comme répercussion sur lui? Parce qu'il était tellement sur le bord de craquer que pour moi, c'était comme si je vais vers la police, c'est terminé. Je viens de tuer quelqu'un. Dans ma tête, à moi, je le vois comme ça. Tu as parlé de tes enfants. Est-ce qu'ils ont vécu les conséquences de ça? C'est un autre aspect qu'on voit dans la série. À un moment donné, ça s'en va vers l'entourage, dans les parents du personnage principal. Sa conjointe aussi, à un moment donné, ça joue sur les relations de couple. Est-ce que ça atteint ton entourage? Oui, ça l'a atteint mon entourage. Puis c'est quelque chose qui m'a vraiment fait une claque d'en face. Là, je me suis dit, OK, là, la police, c'est là. Parce qu'avant ça, j'étais encore réticente à y aller. Mais le jour où j'ai reçu le texto de Elliot qui disait « Je suis devenue l'amie de ta fille sur Snapchat », là, j'ai pété les plombs. Okay. Et c'était « Mama Bear, tasse-toi de là. » C'était pas cute du tout à voir. Je me souviens, j'ai reçu le texto, il devait être 3 heures du matin. J'étais sans dessous, quasiment que je pensais que j'allais appeler l'ambulance, quelque chose. J'étais vraiment pas dans mon état. Fâchée, mais fâchée. Puis en même temps, je sais qu'il y a du monde qui vont dire « Ben là, tu l'as pas cherché, mais tu l'as pas freiné. C'est un peu normal qu'il y ait eu cette débandade-là, si on veut. » Là. Tu vas peut-être me trouver rough, mais c'est une phrase que j'ai dit en ondes, fait que je vais être conséquent avec ce que j'ai dit. À un moment donné, en regardant la série, j'ai fait tabarnouche, ils se méritent ces deux-là. Oui, je l'ai noté. Je l'ai dans mon cahier direct ici. OK, bien, je veux t'entendre réagir à ça. Bien, tu as raison dans un sens où, avec le recul, je me trouve nounouille un peu. Là, je me trouve beaucoup trop empathique. Est-ce qu'on se mérite l'un l'autre? Je ne sais pas, mais une chose est sûre, c'est que les deux, on a un problème au niveau psychologique. Les deux, on a quelque chose à travailler parce que les deux, on est venus s'emboîter l'un dans l'autre là-dedans. Puis je suis pas là pour mettre juste la faute sur Elliot. Là. Je suis là pour dire que ce genre de situation-là, il faut les freiner avant que ça devienne une relation, entre guillemets, justement. OK, bien, vu que tu ouvres la porte, permets-moi d'entrer un pied parce que moi je trouve ça fascinant. Est-ce que tu allais chercher quelque chose de positif ou quelque chose qui te faisait du bien là-dedans, dans l'attention que cette personne-là te donnait, même si c'était malsain, même si c'était des centaines de courriels, même si c'était invasif, même si c'était ton entourage, est-ce que tu avais l'impression que tu allais chercher quelque chose de gratifiant ou de positif là-dedans? Dans un sens, oui, parce que j'avais vraiment l'impression au début de l'aider. Autant c'était intense, autant j'avais l'impression qu'on progressait dans un sens. Le fait qu'il ait accepté d'aller consulter, pour moi, ça a été une petite victoire parce que j'ai vu un peu le changement qui s'est opéré chez lui. Mais tout ça pour dire que... Colin, j'ai oublié ta question. Là, je suis partie sur quelque chose. Puis... Mais je voulais savoir si toi, tu allais rechercher du positif absolument. là-dedans. Le fait peut-être qu'il te donnait de l'attention ou qu'il te complimentait ou quelque chose dans le genre. Bien, oui, dans un sens, c'est sûr que les compliments que tu reçois à longueur de journée, c'est intéressant. J'ai regardé ta dernière capsule, je t'ai vu sur Internet, c'était bien, c'est intéressant. Tu as toujours un suivi, c'est un peu comme un fan, si tu veux, entre guillemets. Des artistes, il n'y a pas personne qui va détester leurs fans dans un sens, tant que ça reste approprié. Ce que ça m'a apporté surtout, c'est d'avoir l'impression d'aider quelqu'un. Moi, c'est vraiment dans cette optique-là, plus que ce qui m'apportait, parce que c'était plus des conséquences dans un sens. Fait que tu t'es un peu laissé avaler finalement parce que quand on y pense, de ce que je comprends au niveau professionnel, ça fait partie de ton travail d'aider ces gens-là.
c'est devenu personnel parce qu'il n'a pas respecté ce cadre professionnel-là. Tu l'as laissé entrer puis tu t'es ramassé un peu dans cette toupie-là. Oui, c'est ça. Tu sais, moi, c'est ce que je fais depuis 15 ans, aider les gens avec des troubles reliés à la sexualité ou des personnes avec un handicap. Fait que pour moi, c'était évident que cette personne-là avait un trouble à ce niveau-là. Je ne donnerai pas de détails sexuels, mais il y a tout ce qui vient avec aussi dont je ne parle pas nécessairement parce que c'est pas pertinent. Mais il y avait tout ça à adresser. Puis moi, ben écoute, je suis la seule qui fait ça, ou presque, au Québec avec les handicapés. Donc, pour moi, c'était important d'y donner sa chance puis d'aller voir vers sa problématique. Puis je voyais pas pourquoi est-ce que, parce qu'il était peut-être un petit peu plus... présent, qui n'allait pas nécessairement avoir mon aide, si on veut. Quand on parle de relations toxiques en général, il y a comme des patterns qui se ressemblent. Un homme violent, par exemple, qui va démontrer de la violence, puis le lendemain, il revient avec des fleurs, du chocolat, il a fait le ménage, il a préparé le souper, puis ainsi de suite. Ouais. Dans une relation à distance insistante avec des textos, c'est-tu un peu la même chose? Parce que tu parles des compliments, tu parles des vidéos. Moi, ce que j'ai lu dans les textos, c'est exactement l'inverse. Ça allait loin, ça allait dans le détail, des détails sur ta vie, ton adresse et ainsi de suite, qui partageaient sur Internet. C'était un peu comme ça, j'imagine. C'était une espèce de va-et-vient entre de l'adoration puis de l'adulation et dès qu'il ressentait le rejet, ben là, il partait dans l'autre sens. Tu as tout compris, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, les gens ils disent pourquoi tu l'as pas bloqué? Mais je l'ai bloqué des centaines de fois. C'est justement ça. C'est le fait que quand ça allait mieux, après, là, il m'expliquait certaines choses. Puis je disais, bon, oui, ça fait du sens. Il a progressé. Essayons de l'aider, tu sais, parce que je savais que, veut pas, j'étais pas la clé de sa problématique, mais je pense que j'aurais pu avoir un impact sur comment est-ce qu'on peut se sortir de là sans nécessairement le dropper puis dire bye-bye, tu sais. Mais j'étais pas assez outillée pour naviguer en ce sens-là et j'aurais dû dropper la balle avant. Mais comme tu le dis, c'était pas des fleurs qu'il m'envoyait, mais il revenait avec des mea culpa qui étaient assez convaincants. Et dans mon âme trop empathique, j'ai fini par céder presque à chaque fois jusqu'à ce que j'aille porter plainte et que là, je ne donne plus de nouvelles, point barre. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? Tu portes plainte, tu fais affaire avec les policiers? Oui, bien en fait, un harcèlement téléphonique en tant que tel, parce que moi, tu sais, il n'est pas venu devant ma porte de chez moi. Là. Okay. Peut-être c'est pas installé sur le banc de l'arrêt d'autobus, puis t'ouvrais le rideau, puis il était assis là. Comme dans la série, là. C'est ça. Et c'est un peu ce qui m'a empêché d'aller voir la police, parce que dans un sens, bouhou, il téléphone, c'est plate. Mais c'est parce que, tu sais, il m'aurait dit... change de numéro de téléphone. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils m'ont dit. Puis ils ont raison, mais quand tu travailles dans le public, les gens te connaissent et tout ça, ton numéro va toujours finir par ressortir ou une façon de te rejoindre va toujours finir par ressortir. C'est normal. Tu as une entreprise, tu auras toujours un numéro de business. Exactement. Où tu es supposé d'être rejoignable. C'est ça. Est-ce qu'ils t'ont pris au sérieux, les policiers? Premier réflexe, là? Non. Non? Non. Tu n'as pas eu l'impression d'avoir... Non, j'ai eu l'impression que j'étais une personne sur un formulaire, comme n'importe quel d'autre, et j'ai l'impression que c'est vraiment pas quelque chose... Je sais que c'est vraiment pas quelque chose qui traite pas souvent, c'est-à-dire que c'est très régulier. Le harcèlement téléphonique, ça a l'air d'être quelque chose qui est assez lourd pour leur département aussi à gérer. Puis, honnêtement, j'ai pas grande information pour eux. Hein? Physiquement, je l'ai jamais vu. Je n'ai pas son adresse. J'ai aucun détail sur sa vie privée. J'ai pas... à part les numéros qu'il obtient sur TextNow ou les applications de numéros cachés, j'ai pas grand-chose à leur fournir. Fait ils me regardent un peu incrédule en disant « Mais on peut pas faire grand-chose. » Puis moi, je leur dis « Ben de mon côté, je peux pas faire grand-chose non plus. » Fait qu'on fait quoi? T'sais? Penses-tu que ça a rapport avec le métier que tu exerces en soi? Parce que là, il faut le dire pour les gens qui ne savent pas du tout, tu es consultante en sexualité. Tu es aussi auxiliaire sexuelle auprès des personnes avec un handicap. Tu as été escorte aussi dans le temps. Penses-tu que ça a un lien quelque part avec la prise au sérieux de ce genre de dossier-là? Absolument. Oui, moi, je suis convaincue qu'il y a, entre autres, il s'est passé quelque chose. On en a parlé, Audrey et moi. J'ai vécu un viol, justement, en lien avec cette histoire-là. Et quand je suis allée voir les policiers, j'ai senti une espèce de réaction mathématique qui dit « Ouais, mais tu étais déjà là pour ça. » Au départ, tu allais déjà avoir une relation sexuelle, que la personne soit handicapée ou non, ça ne change rien. Tu étais censé avoir
ce type de relation-là avec lui. Donc, pourquoi est-ce que tout d'un coup, ça serait un viol, tu sais? Et ça a été quelque chose qui m'a beaucoup frappée, mais je m'y en attendais parce que, évidemment, je ne suis pas la première. En mon cas, je me qualifie d'auxiliaire sexuel, mais je connais plein d'escortes à temps plein qui ont vécu ce genre de situation-là auparavant et qui, malheureusement, se sont sentis pas nécessairement pas écoutés, mais pas nécessairement aussi bien qu'on pourrait le faire, je crois. Je ne vais pas faire de mauvais parallèle, mais tabarnouche, si tu t'en vas dans un restaurant et que tu décides de passer dans la cuisine puis de commencer à manger tout ce qui traîne sur le comptoir, je veux dire, c'est pas de même, ça marche. On devrait considérer une offre de service sexuel exactement de la même façon. Là. Ça veut, il y a un contrat, il y a un prix, il y a des services, il y a une façon de procéder, il y a des règles de conduite. C'est comme ça à l'épicerie, c'est comme ça dans un restaurant, c'est comme ça dans le cadre d'une relation sexuelle rémunérée, j'imagine aussi. Peut-être que mon image est grossière, tu m'excuseras, là, mais j'ai l'impression que ça doit être pris au sérieux d'une part, puis d'autre part, est-ce que les policiers ont fait le suivi technologique pour réussir à identifier ton stalker à un moment ou à un autre et peut-être se présenter sur le perron de sa maison, de son appartement, puis dire « Hey, slack ». Pour l'instant, c'est encore au dossier d'investigation. Okay. Je n'ai aucun détail et c'est très difficile d'avoir des détails d'ailleurs. On a l'impression qu'on est perdu un peu là, au travers les autres victimes qu'il y a aussi dans le même département. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont là, ils vont t'écouter, ils vont faire le travail nécessaire, mais est-ce qu'il y a l'empathie qui vient avec? Probablement pas, non. Et c'est ce qui est dommage. Tu parlais tantôt du fait que dans la cuisine et tout, on ne peut pas prendre ce qu'on nous donne. Et tu as raison, surtout quand on dit non. Hein? C'est évident pour moi quand je dis non et que je m'exprime clairement, fortement et que je me débats que ce n'est plus une relation sexuelle à proprement parler. Hein? Et c'est ça que je veux lancer comme message aussi aux escortes. Si ça vous arrive, vous avez le droit de dire non, puis vous avez le droit de considérer ça comme une attaque personnelle envers vous-même. Puis, Colin, parce que si on laisse aller ce genre de choses-là, où est-ce que ça va aller? Ça parce que ton stalker, juste pour résumer rapidement l'affaire, à un moment donné, avait partagé ton adresse personnelle en disant ben, allez vous gâter ou quelque chose dans le genre. Puis ça a eu des conséquences désastreuses. Là, tu dis que les policiers n'ont pas fait de démarche pour l'identifier ou ne sont pas encore en mesure de l'identifier. Maintenant, la tempête semble s'être calmée. Sais-tu pourquoi? Y a-tu regardé la série aussi puis il s'est dit « Ouais, d'un coup qu'elle aurait un contrat avec Netflix à un moment donné, je suis aussi bien de me calmer les nerfs. » Non, en fait, ça fait déjà un petit bout de temps que son mea culpa a recommencé, mais cette fois-ci, je sens que comme ça ne changera rien. Les démarches sont encore là. Je ne vais pas reculer. Je ne vais rien changer. Mais je suis en mesure de voir qu'il est aidé. Déjà, ça, c'est énorme. Je suis contente pour lui. Et par la suite, où est-ce que ça va aller? T'arrives encore à être contente pour lui, Valérie? Je voudrais pas le voir décédé. Tu comprends-tu? Je voudrais pas le voir triste au point de s'enlever la vie. Je voudrais pas que ma personne ait servi à quelqu'un dans cette tristesse-là au point de s'enlever la vie. C'est peut-être niaiseux un peu ce que je dis, mais j'aurais beaucoup de difficultés à vivre avec ça. Fait que mon but, c'était de tout faire dans mon possible pour dire j'aurais tout fait qu'est-ce que je pouvais. Tu te sens encore responsable? Oui, je me sens encore responsable d'avoir ouvert cette porte-là puis de ne pas l'avoir refermée comme il faut. Dans un sens, ça va toujours rester. Puis tu sais, je dis pas ça pour le... Ce n'est pas Elliot qui est venu chez moi. Hein? On s'entend là-dessus. Ça peut être un hasard qu'il ait dit, que quelqu'un ait agi. Mais ça n'enlève rien au fait qu'il a ouvert la porte à ça. Et pour ça, c'est absolument inacceptable. Est-ce que, suite à cette expérience-là, il y a des choses qui ont changé? Est-ce que tes murs sont à la même place? Quelqu'un qui se présente un peu dans le même type d'Elliot aujourd'hui en 2024, qui a l'air d'avoir besoin d'aide, besoin de compassion, besoin de ta générosité, est-ce que les remparts vont se dresser plus rapidement? Est-ce que tu as l'impression d'avoir changé à ce niveau-là?
En fait, j'ai pris complètement ma retraite. Je ne rencontre plus physiquement personne, que ce soit dans le cadre de l'auxiliaire sexuel ou des rencontres en conseillère en sexologie. Tu fais du télétravail à Je fais du télétravail, c'est ça, ou dans certains cas, je vais peut-être rencontrer dans des endroits publics, mais toujours est-il que j'ai retiré complètement de ça et j'ai été presque 1 an sans donner de nouvelles, à vouloir vraiment m'assurer que la poussière retombe puis que j'ai accès à nouveau à ma sécurité, puis que la vie reprenne son cours. Parallèlement à ça, j'ai eu des ennuis de santé, fait que c'est correct d'avoir pris ma retraite puis d'avoir pris le temps. Là, maintenant, je reprends du service, mais mon travail, c'est vraiment l'éducation sexuelle. Et je pense que ce qu'on parle aujourd'hui, c'en est une partie parce que je sens énormément de gens désespérés, même chez les jeunes hommes surtout. En fait, chez une certaine classe d'hommes de mi-vingtaine, par exemple, qui ont passé beaucoup de temps sur Internet, beaucoup de temps dans les médias, sans communiquer adéquatement avec les autres. Ils ont un gap, quelque chose à rattraper qui est énorme et c'est extrêmement difficile pour eux. J'essaie de me tenir plus loin de ça maintenant. Es-tu plus méfiante un peu, oui, au moins? Vraiment. Ouais. Je réponds plus vraiment aux textos qu'on m'envoie. Je vais demander qu'on m'envoie un courriel, puis je vais répondre dans la mesure du possible là, quand c'est adéquat. Mais il faut penser que ça reste un domaine spécial, la sexualité, où il va toujours y avoir du monde qui vont écrire des petites niaiseries ici et là. Des fois qui font mal, puis des fois qui font rire aussi. Mais toujours est-il que je ne réponds plus. Donc, c'est déjà ça. Est-ce que tu as eu peur à un certain point? On l'effleurait un peu tantôt, puis ça me trotte en tête pour tes enfants. Tu sais, tu parles qu'à un certain moment, Elliot s'est mis en contact sur l'application Snapchat avec ta fille. J'ai lu parmi les textos que tu nous as envoyés qu'il a fait des commentaires aussi à l'égard du corps de ta fille, de ce qu'il ferait. Ça n'a pas été assez. Il n'y a pas à ce jour, mettons, là. Moi, c'est que ça me fascine. On dirait que je lisais ça, puis j'étais, là, les ongles sur la table à me dire je comprends une personne qui a besoin d'aide, mais... Oui, genre j'ai complètement pété les plombs là, quand j'ai appris ça. Mais veux pas, avec le temps par après, on s'est reparlé. Puis tu sais, c'est pas que ça diminue, la colère est toujours là. Il est allé trop loin. Et c'est la raison pour laquelle il n'aura plus jamais de mes nouvelles. C'est terminé, flash bâton, on n'en parle plus. Mais oui, c'est une trahison, c'est une grosse trahison. Le fait qu'on ose aller là, c'est pas correct. Et il l'a fait pour une seule raison, parce qu'il savait que ça allait me faire péter les plombs et que j'allais répondre. Est-ce que tes enfants sont conscients que c'est arrivé, tout ça? Je leur en ai parlé, oui. Mes enfants sont des ados aujourd'hui, donc sont peut-être un petit peu plus en mesure de recevoir certaines informations par rapport à ça. Et on a fait le tour ensemble de comment on s'adresse aux étrangers, etc. Bon, un peu le repeat de ce qu'on fait habituellement. Mais oui, je leur ai expliqué qu'on avait quelqu'un qui avait des intentions qui étaient mauvaises puis qu'il fallait vraiment rester alerte sur ce qui se passait autour. Ça les rend-tu paranoïaques? Quand on explique ces choses-là à des enfants, moi, si on m'avait expliqué qu'il y avait un stalker autour de la maison quand j'avais 9-10 ans, je n'aurais pas dormi de la nuit. Là, je me connais assez pour ça. Oui, non, mais veux pas, j'ai l'impression aussi que les jeunes d'aujourd'hui sont habitués avec tout ce qu'il y a technologie, puis communication online, puis se protéger, puis pas montrer son visage, puis ci, puis ça. Pour eux autres, c'était plutôt banal. Puis je pouvais pas non plus donner trop de détails, là, puis rentrer dans tout ce qui est arrivé avec le viol et tout ça. Je veux pas les affoler non plus. Mais pour eux... comme ils ne sont pas directement concernés, c'était pas si pire que ça. Ils l'ont bien pris, puis à ce jour, ils sont encore très responsables, mais on a pris des précautions, tu sais. Ils savent que, bon, tu sais, j'ai un petit porte-clés qui fait bip-bip, j'ai acheté ça à tout le monde, tu sais. Je veux dire, il y a une certaine... c'est ça, il y a un certain... on a revu ensemble toutes les notions de qu'est-ce qui est acceptable ou non. De quoi tu as le plus peur? Est-ce que c'est la peur que ça recommence à un moment donné comme c'était dans le pire ou la peur à un moment donné d'avoir une mauvaise nouvelle d'une façon ou d'une autre puis de voir que ça s'est mal terminé pour l'individu, pour Elliot? En fait, je pense que ma pire peur était et sera toujours encore la même, c'est que mon nom soit associé à quelque chose qui pourrait lui arriver.
Je voudrais pas le voir s'enlever la vie. Comme je dis, encore une fois, c'est important pour moi. Mais de là à laisser empiéter dans mes choses, là, il y a une limite. Fait qu'aujourd'hui, je me suis dit, ma présence ici clore un peu le sujet dans le sens que moi, j'ai fait ma part. Je l'ai dirigé là où je pouvais le diriger. Puis ça se termine ici parce que sinon, c'est ma santé mentale que ça va finir par affecter. Mm-hmm. Et ça, je veux pas. Déjà, d'ailleurs, Caroline m'a ouvert plusieurs portes où j'ai fait, ben oui, Colin, elle a raison, il faut que je travaille à ce niveau-là. C'est un peu là que j'ai envie d'aller. As-tu entamé des démarches, toi, pour travailler un peu sur toi à ce niveau-là? Parce que je t'entends, puis écoute, j'arrive à comprendre peut-être, contrairement à toi, vas-tu devenir plus méfiante, toi, Audrey? Non, mais j'arrive à comprendre, en fait, tout ce que tu expliques. Cette empathie-là qui est peut-être un peu surhumaine, un pardon qui n'est pas mérité, à mon avis. Mm-hmm. Mais je sens que tu crois encore fermement que c'est correct de ne pas être allé plus loin dans tes démarches parce que tu ne veux pas qu'il arrive quelque chose à cette personne-là. Mon côté rationnel, un peu loin, me dit... Seigneur, Valérie, pousse tes démarches encore plus loin. Ouais. Il ne mérite pas cette attention-là que tu peux lui porter, puis c'est cette protection-là aussi que tu peux lui porter. Toi, as-tu entamé des démarches de ton côté pour essayer peut-être de travailler sur ça, d'éviter ça pour toi, mais peut-être aussi pour tes enfants? On est un modèle pour nos enfants, veux pas? Ben oui, absolument. Oui, tout à fait. Moi, je suis une fervente admiratrice des thérapeutes. Je pense que c'est important que tout le monde ait un bon thérapeute, que tu vives quelque chose de difficile ou rien, ça change rien. Donc, j'ai toujours eu quelqu'un dans ma vie à ce niveau-là, que ce soit un travailleur social ou un psychologue du CLSC. Et surtout quand on travaille dans ce domaine-là, tu sais, vous dites, oui, de l'extérieur, ça paraît bizarre, mais il faut penser que dans ce domaine-là, c'est quelque chose de courant. Hein? Je veux dire, quand on travaille dans le milieu de la sexualité, de la prostitution et tout ça, c'est le genre de choses qu'on reçoit régulièrement dans la journée. Mm-hmm. Des photos inappropriées, des vidéos ou des insultes. Fait qu'on finit par avoir une certaine forme de résistance à ça. Tu sais, fait que souvent... Puis se dire que ça fait partie du métier. Dans un sens, oui, parce qu'on se dit, tu sais, il y a des colons partout, là, mais dans ce domaine-là, il y en a particulièrement beaucoup. J'imagine que tu vois moins le danger aussi, vu que ça arrive tellement tous les jours, tellement souvent qu'à un moment donné, c'est de la petite poutine, là, c'est ça? C'est un peu ça que j'essaie de dire aux gens. Fait que oui, si on se plonge, puis on se dit, moi, du jour au lendemain, je me mets à retenir 350 millions de textos de Elliot, je capote. Oui, mais si t'en as eu 500 de Eric, 200 de Sylvain, puis tu comprends, c'est quelque chose qui, veut pas, amorce le choc, puis tu finis par être pas habitué, mais ça devient peut-être moins alarmant que ce que les autres personnes auraient. Valérie, moi, je peux pas parler aux gens qui font trop d'empathie. Je les fâche, hein, Audrey? Fait que je vais te demander, toi, de le faire. Adresse-toi aux gens qui, comme toi, ont tendance à vouloir peut-être aider les autres sans regarder leurs propres limites. Les gens qui ont vu la série, qui se sont peut-être reconnus, les gens qui viennent d'entendre ton histoire, puis qui se disent peut-être, hey, moi, je me vois dans ce genre de situation-là, puis je serais probablement coupable des mêmes gestes ou du même manque de gestes concrètement. Qu'est-ce que tu as à dire à ces gens-là, je veux dire, à la lumière de ce qui t'est arrivé pendant plusieurs années? Je pense que ce que je dirais aux gens, c'est analyse un peu la situation sur qu'est-ce que ça a comme impact sur ta vie. OK? Bon, par exemple, des fois, je vais dire, je m'en vais chez la coiffeuse, puis elle me fait une coupe que je déteste. Hein? Toi, si tu vas chez la coiffeuse, Audrey, puis qu'elle me fait une coupe asymétrique, laide, avec des cheveux roses, est-ce que tu vas dire que tu n'es pas contente? Jamais. Je vais lui dire merci, je vais payer 300 $ et je vais revenir le mois prochain. C'est juste au service à l'auto qu'elle pète une coche. Je dois avoir la distance nécessaire pour ça. Mais tu vois, je lisais quelque chose, là, il paraît la majorité des femmes ne le disent pas, ça, chez la coiffeuse ou chez les esthéticiennes ou la maquilleuse ou peu importe. On a tendance à ne pas vouloir faire mal aux autres. OK. Pas faire mal aux autres pour une teinture à cheveux, peut-être. Mais là, quand ça commence à donner des impacts importants sur ta vie, comme par exemple être obligé de faire des détours pour retourner chez vous, juste pour être sûr que tu n'es pas suivi, ça, c'est too much. Recevoir des insultes au quotidien qui font qu'à un moment donné, tu fais, ben voyons, j'ai donc bien estime de moi. Tu sais, me semble que je me sens à terre, me semble que je me sens pas bien. Là, dès que ça commence à affecter notre quotidien, il faut absolument faire quelque chose. Puis c'est là où moi, j'ai échoué. Je l'ai mis sur le fait que c'était mon travail, tu sais. Mais en réalité, ça a eu des impacts sur ma vie. J'aurais dû fermer tout de suite la porte et dire, bon, je t'ai envoyé chez un psy, j'ai fait ce que j'avais à faire, that's it. Ouais. Fait que ce que j'ai à dire aux gens, c'est
pensez aux impacts que ça a sur vous avant de répondre. Là. Puis après ça, répondez. Puis si vous avez toujours, ressentez toujours le besoin d'aider cette personne-là, ben fine, mais je veux dire, c'est important d'y penser puis de pas, comme disait Véronique la semaine dernière, durant l'entrevue avec Caroline Gagnon, elle disait, si quelqu'un te demande pour aller déménager son cabanon ou installer un cabanon ou quelque chose, réponds pas tout de suite sur le coup. C'est niaiseux, mais c'est vrai, pense-y. Alors que quand moi, on m'insultait, qu'est-ce que tu penses que j'avais le goût de faire? De répondre tout de suite, puis de dire, hey, voyons donc, tu comprends, tu te laisses embarquer là-dedans, puis au final, ça affecte ta personne, puis c'est ça. Fait qu'à partir du moment où il y a une petite répercussion sur ton quotidien, là, c'est pas facile pour les gens, ça. Hey, Valérie, merci beaucoup pour le partage. Merci pour la candeur. Moi, je pense que, comme dans toutes les situations qu'on peut vivre, maintenant, de s'ouvrir, de raconter nos histoires avec les travers, parce que c'est pas vrai qu'on paraît tout le temps bien dans ce genre d'histoire-là. Je pense que c'est vrai dans la série de Netflix. Je pense que c'est vrai dans ton témoignage aussi. Les gens se reconnaissent dans les chutes, dans les montées. Il n'y a pas une histoire qui est toute noire, il n'y a pas une histoire qui est toute blanche. On est tous entre les deux à essayer de zigonner. Mais je pense que d'entendre des témoignages comme le tien, ça peut aider des gens, premièrement, à se reconnaître dans ce genre de situation-là, puis peut-être d'être capable de tirer la plug avant que ça aille trop loin d'une façon ou d'une autre. Ah oui, si ça dure dans le temps depuis trop longtemps, là, que ce soit une belle finition, qui aille vers quelque chose de positif ou négatif, si ça fait trop longtemps que ça dure, ben il faut faire quelque chose à un moment donné. J'aime parler du principe du pot de framboise. Puis moi, je vais terminer avec ça, là. Mais si un... Fallait finir avec la bouffe, évidemment. Ben oui, c'est Audrey, tu sais. Non, mais tu sais, des fois, il y a ces gens-là dans ton entourage ou des gens que tu rencontres qui sont comme la framboise, déjà plein de mousse dans le pot. Puis ça prend 2 jours que le pot au complet est contaminé, mettons. Je trouve que c'est une belle image de dire qu'il y a des gens comme ça dans ton entourage qui siphonnent ce que t'es. Puis particulièrement pour les gens qui sont empathiques, on le voit pas venir parce qu'on a ce besoin-là d'aider puis de se dire que nous, on est heureux puis on est bien, fait qu'on peut apporter à une tierce personne. Fait que s'il y a une framboise pleine de mousse, là, ça y est changer de casseau. S'il y a une framboise appelée Elliot dans le pot, jetez là tout de suite. Mais c'est ça, tu sais, c'est... Je suis peut-être une toutoune, mais je suis une Christie de belle toutoune.